Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, une émission exceptionnelle consacrée à la crise du coronavirus. Une crise sanitaire mondiale qui touche la Côte d'Ivoire, mais aussi une crise économique dont les effets commencent déjà à se faire sentir. Un chiffre pour s'en convaincre, la croissance économique de la Côte d'Ivoire, estimée à 7,2% pour l'année 2020, serait réduite de moitié et s'établirait à 3,6% dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin 2020. Alors, quels sont les acteurs touchés et les secteurs épargnés? Que change cette crise sans précédent sur nos manières de travailler? L'économie pourra-t-elle se relever? Au sommaire ce soir, enquête sur l'impact de la crise sanitaire du coronavirus sur l'économie ivoirienne. Grande distribution, usines, pharmacies, transports, hôtels et restaurants, nous vous montrerons comment ces secteurs sont ébranlés, qu'ils soient débordés par la demande ou au contraire touchés de plein fouet par un arrêt brutal de leur activité. Puis vous découvrirez comment le coronavirus oblige les entreprises à réinventer leur manière de travailler pour survivre, avec des restaurateurs contraints de se convertir à la livraison, des startups qui, du jour au lendemain, se mettent au télétravail, des industriels qui revoient leur process de production pour éviter la propagation du virus. C'était le 31 mars dernier l'annonce d'un plan de soutien de l'État ivoirien évalué à 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du PIB. Un plan conséquent pour permettre d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques. Ces acteurs économiques, nous sommes allés à leur rencontre. Vous allez le voir, tous sont mis au défi, qu'ils soient des gagnants ou des perdants de la crise. Pour eux, comme pour nous tous, le moment est historique. Coronavirus, le grand choc. Un reportage de Yao Sansan, Gisèle Mendonça et Niki Kwame. Depuis plusieurs semaines, alors que la pandémie de coronavirus progresse, une autre inquiétude gagne la planète, celle d'une récession économique mondiale. La panique s'est emparée des marchés financiers, les bourses dégringolent. À l'image de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, dont le siège est à Abidjan. Les investisseurs ont déserté le marché. Les transactions sont en berne. Donc vous le voyez clairement sur ce graphe en bleu qui est le BRVM Composite, qui est un indice qui agrège l'ensemble des 45 sociétés qui sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Depuis le 1er janvier 2020, on était déjà dans une situation de baisse. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une accélération de la décroissance des indices que vous pouvez constater à partir du mois de mars. Voilà. Et ça s'est traduit par une perte de 9% sur le mois de mars. Peu importe le secteur, la tendance sur les marchés est à la baisse et ce n'est peut-être que le début. L'ampleur du ralentissement sera directement corrélée à la durée de la crise et à l'ampleur de la crise que l'on vivra dans le futur. Crise sanitaire, crise financière, mais aussi crise économique. De nombreux secteurs clés en Côte d'Ivoire sont touchés. Exportations agricoles, BTP, commerce, hôtellerie, restauration et transport. Les prévisions de croissance sont revues à la baisse pour 2020. Le chiffre de 7,2% était attendu, c'est désormais 3,6%, soit une croissance réduite de moitié. Et ce, si la pandémie est maîtrisée d'ici le mois de juin. Les acteurs économiques sont mis au défi, que ce soit pour répondre à une forte demande, comme dans la grande distribution ou la pharmacie, ou pour faire face à un arrêt brutal de l'activité, comme dans l'hôtellerie-restauration. Plongés au cœur de ces secteurs mis à l'épreuve à l'heure du coronavirus. C'est un phénomène que l'on retrouve dans tous les pays du monde touchés par le coronavirus. La ruée vers les grandes surfaces. Dans ce supermarché des Deux Plateaux, l'affluence est en hausse depuis plusieurs semaines. En termes d'affluence,
D'habitude, nous tournons à entre 1000 et 1200 clients par jour. Actuellement, nous sommes à peu près à 2000 clients par jour. Hier, par exemple, il y a eu une annonce de confinement, donc il y a eu un débordement de clients. À l'entrée du supermarché, on observe un nouveau rituel. Il faut laver, mais ils disent de laver souvent. Ces clients, soumis aux gestes barrières, viennent s'approvisionner essentiellement en produits de première nécessité. Riz, pâtes, huile et lait s'arrachent comme des petits pains. Là, je pense que vers 15 h, ça va être terminé. Ça sera vidé. Mais on va charger, surcharger et on va mettre des palettes directement dans le magasin pour pouvoir servir les clients au plus vite. Des palettes mises en place à la hâte pour faire face à une affluence exceptionnelle. Si les clients viennent en nombre, c'est parce qu'ils craignent une pénurie, à l'image de cette dame. Je voulais savoir, est-ce que vous continuerez à être approvisionné de produits, même des choses de l'Europe? Oui, madame. Oui, d'accord. Fruits, légumes, Fruits, légumes, pâtes. les pâtes, le riz, tout arrive. Il n'y a aucun problème là-dessus. Rassurer la clientèle, c'est le défi majeur de ce patron de supermarché. Pour y arriver, il a dû réaménager tout son système d'approvisionnement. Avant l'épisode du coronavirus, on se faisait approvisionner une fois par jour. Mais maintenant, on arrive à 3 fois par jour. Il a fallu embaucher de nouvelles caissières pour servir le flot incessant de clients, mais aussi prendre des mesures inédites. Pas plus de 4 articles de la même gamme pour un client et pas plus de 2 pour le produit le plus convoité du moment. On a décidé de vendre 2 gels de main par personne parce que des personnes venaient et voulaient des cartons pour aller revendre à l'extérieur. Donc ce n'était pas possible et nos clients n'avaient pas la possibilité de s'approvisionner en gel de main. En faisant comme ça, on bloque un peu pour que les clients puissent avoir leur gel. Si le gel hydroalcoolique est tant convoité, c'est parce que les mesures de prévention contre le coronavirus le recommandent, à défaut d'eau et de savon. Conséquence, ces ventes connaissent un bond spectaculaire, au point de mettre les fabricants au défi. Zone industrielle de Yopougon. Bienvenue dans l'unité de production de l'un des plus importants fabricants de gel hydroalcoolique en Côte d'Ivoire. Ici, l'arrivée du coronavirus a obligé l'entreprise à revoir son organisation, à commencer par sa capacité de production. Nous avons plus que quadruplé la production de gel hydroalcoolique. Et bien sûr, dû adapter les équipes qui ont augmenté moins que 4 fois, mais qui ont fortement augmenté au niveau des chaînes de production. Nous travaillons en flux tendu, tout ce qui est produit la veille par le lendemain. Cette unité de production fonctionne 24 heures sur 24. Pour fabriquer les gels hydroalcooliques, une composante essentielle, l'alcool. Une matière première importée d'Europe et d'Asie. Problème, de nombreux pays fournisseurs comme la France en ont interdit l'importation suite à la crise sanitaire. Pas de quoi encore paniquer ce fabricant. On sera toujours capable de s'approvisionner en alcool. Jamais peut-être à la hauteur de la demande initiale, mais nous pensons que cette demande aussi va un petit peu se tasser parce qu'il y a un effet de panique au démarrage. Mais à partir du moment où nos partenaires européens et asiatiques vont se remettre en marche, seront plutôt sortis de cette pandémie, nous n'allons pas avoir de problème de disponibilité. Une chose est sûre, la demande n'est aujourd'hui pas entièrement satisfaite. Le marché fait face à une pénurie. Cette pénurie, celui qui la ressent le plus, c'est le directeur commercial. Il reçoit régulièrement des appels de clients en rupture de stock. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, on a un pharmacien en ligne qui souhaiterait avoir des cartons de gel hydropharmadem 75 ml. On n'en a pas en ce moment. Il faudra rappeler la semaine prochaine, hein, à partir de mercredi. Le gel hydroalcoolique devient une denrée rare et mécaniquement, son prix grimpe. C'est le cas dans de nombreux points de vente. Une situation constatée et déplorée par le fabricant. Le ministère du Commerce nous a contactés parce qu'ils ont constaté dans le point de vente le prix qui était en temps normal à 1200, par exemple le prix de gel hydroalcoolique 475 ml. Aujourd'hui, vous pouvez trouver 2000, 2500, voire 3000.
qui n'était pas acceptable. Et on a eu même des accusations, parfois des gens disent que Gondour, vous avez augmenté votre prix, ce n'était pas le cas. Face à la fronde sur les réseaux sociaux, le ministère du Commerce et de l'Industrie a pris 3 mesures principales. Imposer un prix unique sur les gels hydroalcooliques, sanctionner les tricheurs, interdire l'exportation du gel. Autre secteur d'activité soumis à une très forte demande en ces temps de crise sanitaire, les pharmacies. Pour s'en rendre compte, direction une officine dans le quartier d'Angré. Ici, les produits stars du moment sont tous liés à la pandémie du coronavirus. Ce sont les produits de plus en plus demandés à cause de la psychose, les gants pour protéger les mains contre les infections. Ils demandent des masques, comme celui que je porte là, et puis des solutions hydroalcooliques. Mais malheureusement, en ce moment, les masques et les solutions hydroalcooliques sont en rupture. Et ce n'est pas tout. Le pharmacien a noté des changements de comportement chez sa clientèle. Depuis cette pandémie, il y a un changement de comportement parce qu'aujourd'hui, les gens viennent beaucoup plus pour mettre un peu les familles à l'abri, c'est-à-dire faire des provisions en médicaments de première nécessité. Donc notamment, vous regardez par exemple des produits courants de fièvre, notamment le Doliprane, les Feralgan, les produits de grippe. Vous voyez là, Fervert, Inomycine, sont des produits aujourd'hui qui sont achetés en grande quantité pour faire des réserves à la maison. Conséquence, comme pour les acteurs de la grande distribution et des gels hydroalcooliques, le Dr Taille doit faire face au défi de l'approvisionnement. Il a dû augmenter ses commandes auprès de ses 4 grossistes. Pour l'heure, pas de problème majeur, mais la situation pourrait se compliquer en cas de crise prolongée. À moyen terme, on pense que ça va aller, mais comme je dis, à long terme, il y a des grosses inquiétudes. Parce que tous ces produits-là, ce sont des produits qui viennent de l'étranger. Donc, venant de la France, où il y a les bureaux d'achat, si demain, il n'y a plus d'avions qui atterrissent pour envoyer des vaccins, s'il n'y a plus de bateaux qui arrivent pour envoyer tous ces médicaments à pas de conteneurs, il va sans dire que les stocks que les grossistes ont, dans 2 à 3 mois, vont s'amenuiser. Il n'y aura plus de produits. Le Dr Taille est déjà en rupture d'un médicament. Un médicament dont la planète entière parle en ce moment, la chloroquine. Cité par de nombreux spécialistes comme le remède miracle au Covid-19. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un raz-de-marée chez les clients, aux grandes dames du pharmacien. Il ne pourra pas servir cette femme qui repartira bredouille. Et le traitement, en vérité, ne va pas marcher parce que le traitement ne se fait pas comme ça. Il se fait en milieu hospitalier, accompagné d'autres choses. Donc, prendre la chloroquine à la maison pour dire que je ne vais pas faire une infection au coronavirus, c'est des idées qui ne vont pas aller quelque part, comme on le dit. Il faut plutôt laisser les malades qui prennent leurs médicaments le prendre. Et quand ils vont sentir qu'ils font de la fièvre, le plus simple, c'est d'aller dans un centre. S'il y a confirmation qu'il y a une infection, ils prendront les dispositions effectives. Voilà. Si la grande distribution, la production de gel hydroalcoolique et les pharmacies font face à une nette hausse de la demande, d'autres secteurs très nombreux pâtissent d'une baisse parfois brutale de leur activité. Le transport aérien, par exemple, fait face à la pire crise de son histoire. Plus de 252 milliards de dollars de pertes pour les compagnies aériennes sont annoncés. Les compagnies africaines ne sont pas épargnées. Au-delà des avions, c'est tout le secteur des transports qui est particulièrement touché. Alors, le secteur des transports en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 7% du PIB aujourd'hui. L'impact de la pandémie sur ce secteur, il va être direct, il va être drastique. Beaucoup de sociétés privées risquent véritablement de mettre la clé sous la porte. C'est un secteur qui a énormément de transversalité. Vous savez, c'est un peu comme l'énergie, c'est dès lors que vous avez un impact sur les transports, il y a les marchandises qui sont impactées parce qu'on a moins de capacité à apporter une marchandise d'un point A à un point B, de la même manière que l'ensemble du travail, de la force de travail est impacté dès lors qu'on a moins de possibilités d'apporter un personnel d'un point A à un point B. Autre secteur frappé de plein fouet, l'hôtellerie-restauration. Des images de cartes postales. Nous sommes dans la ville touristique de Grand Bassam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Aujourd'hui, le patron de cet hôtel n'est pas venu à la rencontre de ses clients, mais de son personnel. Les lieux de consignes de l'État, les consignes du gouvernement, les gels, les cache-nez. Ils ne sont plus que 5 sur les 40 employés de l'hôtel. Les autres ont été mis au chômage technique suite à la fermeture des restaurants et l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Des mesures sanitaires qui ont plombé l'activité. Et ce samedi-là, surtout, c'est samedi de fin du mois, c'est pratiquement 300-400 couverts que nous avons ici. Nous faisons généralement le plein de l'hôtel, notamment pour les chambres. Les 40 chambres que nous avons sont toujours occupées. Depuis 2 semaines, son établissement est totalement désert. Sa seule occupation, c'est veiller à l'entretien des chambres. Des chambres menacées de détérioration par la brise marine. Surtout ça, maintenez ça toujours allumé. Des coûts supplémentaires d'entretien, alors que ce patron d'hôtel n'a plus aucune recette. Dans ces salles de conférence, il devait accueillir 2 séminaires d'une valeur de 80 millions de francs CFA la semaine passée. Tous ont été annulés à cause de la pandémie. Le coronavirus nous a complètement mis à terre. Ça, il n'y a rien à dire, on est complètement mort là. Le coronavirus nous a mis complètement dans l'hécatombe. Et donc, vivement que ça reprenne très vite. C'est ça la réalité. Très vite, parce que même si le coronavirus est fini en Côte d'Ivoire, il faut que ça finisse partout dans le monde. Parce qu'on vit beaucoup de l'extérieur. Tout ce que nous faisons comme séminaire, c'est toujours des opérateurs économiques qui viennent de l'extérieur et tout ça. Donc ça fait que les séminaires sont 70% de nos chiffres d'affaires aujourd'hui. Pour ce patron, cette situation n'est pas tout à fait nouvelle. La crise post-électorale de 2010, l'attentat djihadiste de 2016 et les dernières inondations de la ville, il y a 6 mois, avaient vidé les plages de Grand Bassam. Mais cette crise sanitaire ressemble à la crise de trop. Sur cette plage-là, on peut estimer le nombre de restaurants et hôtels à plus d'une 50aine. Et là, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de cette perte-là, on peut l'avoisiner à des milliards. Parce que tous les week-ends, imaginez-vous qu'ici, c'est pratiquement 3 000 à 4 000 personnes qui se retrouvent là. Des milliards de pertes, le mot est lâché. Le patron de l'établissement ne veut pas que l'histoire se répète. En 1899 déjà, une épidémie de fièvre jaune avait fait perdre à Grand Bassam son titre de capitale de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui tous les voyants sont au rouge, M. Ouattara ne veut tout de même pas perdre espoir. Mais je pense que l'espoir est permis parce qu'à Grand Bassam, il n'y a rien d'impossible. À Grand Bassam, nous sommes toujours prêts à pouvoir recommencer. Mais il faut être sûr aussi que nous avons besoin d'un accompagnement, il faut un plan Marshall. Un cri du cœur, un appel à l'aide pour combler les pertes et les vagues à l'âme. Sur le plateau de Made in Africa ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir M. Aimé Coisan, directeur général du commerce intérieur au ministère du Commerce et de l'Industrie, Stanislas Zézé, directeur général de Bloomfield Investment, et Franck Armel, fondateur du restaurant Mr Pili Pili. Première question pour vous, Stanislas Zézé. Aujourd'hui, le monde entier connaît une crise sanitaire, mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler d'une crise économique? Absolument, on peut parler d'une crise économique. Tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont touchés de plein fouet, même si pour l'instant il y a une réaction très rapide de la majorité des gouvernements dans le monde entier. Aujourd'hui, nous essayons de regarder comment sont mises en application ces décisions et on va voir ensuite quel impact ça aura et évaluer et voir si ce sont des mesures qui étaient à la hauteur de cette crise. C'est vrai que le reportage parlait de la Côte d'Ivoire, mais il est clair que quand on parle de krach boursier, c'est à l'échelle mondiale. Quand on parle de chômage à l'échelle mondiale, aujourd'hui, on a un impact mondial de cette crise. Absolument. Si vous voyez, la semaine dernière, déjà, les Américains ont déjà reporté 6 millions de chômeurs. Et je crois qu'eux ont fait cet exercice-là. Les autres pays n'ont peut-être pas fait, mais il est clair que quand vous fermez des commerces, quand vous fermez toute une chaîne de l'économie, forcément, ça va créer des chômeurs. Ici en Côte d'Ivoire, on a vu le plan de riposte économique qui a été donc annoncé par le Premier ministre, qui permet, je dirais, à court terme de pouvoir diminuer l'impact, je dirais, de Covid-19 sur notre économie. On estime qu'il y a des ressources, mais il faut quand même prioriser là où vont les ressources aujourd'hui. Quels sont les secteurs qui sont les plus durement touchés? Mais
Évidemment, vous l'avez vu dans le reportage, le tourisme, ça c'est vraiment évident que c'est un secteur qui est aujourd'hui atteint de plein fouet. En plus du tourisme, vous avez d'autres secteurs, comme je dirais le commerce, hein, qui est également touché à travers les commerces non alimentaires, qui également sont amenés à fermer. Donc c'est vraiment l'ensemble, je dirais, de nos économies qui prennent, je dirais, de plein fouet un coup face à cette situation. Ouais. On a un restaurateur sur ce plateau. Vous êtes le fondateur de Mr Pili Pili, qui est un restaurant. Quel impact aujourd'hui concrètement pour votre business? Là où il y a un véritable souci, c'est quand nous nous retrouvons en fait face à des fournisseurs qui n'ont plus le même discours avec nous. Et au niveau de vos clients, vous ne vous en plaignez pas? Aujourd'hui, vous avez carrément un autre type de client qui est arrivé. Ils ont une demande en fait totalement différente. Ils sont plus dans le long terme, donc vous savez qu'il faut adapter les menus, donc des menus qui étaient là auparavant, qui étaient pour des familles, qui étaient occasionnelles, justement il faut les adapter. Alors, petite question pour vous aujourd'hui, quels sont les secteurs qui, au contraire, seront épargnés, même pour un temps? Écoutez, je crois qu'il y a des secteurs qui bénéficient de cette crise de façon temporaire. Vous prenez la grande distribution, aujourd'hui tout le monde se rue sur la nourriture, mais à un moment donné, les gens n'ont plus d'argent pour consommer. Donc évidemment, ils seront affectés. Donc tout le monde sera affecté à un moment donné. C'est une question de temps dans la durée de cette pandémie-là. Et tous les secteurs d'activité sont interconnectés. Là, vous parlez du tourisme en termes de priorité, mais en réalité, le tourisme souffre, mais les clients et les fournisseurs de l'hôtellerie souffrent également. Donc pour moi, la priorité, elle est partout. Et c'est en ça qu'il est important de rentrer dans une logique de transparence dans tout ça pour que justement personne ne se sente lésé et que tout le monde voit qu'il y a une vraie réponse vis-à-vis de cette crise-là à tous les niveaux. Monsieur le directeur général, aujourd'hui on constate quand même une ruée vers les grandes surfaces. Comment est-ce qu'on explique un tel phénomène? Les premiers cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire ont créé une peur panique sur l'ensemble de la population. Donc évidemment, il y a eu la ruée vers les centres commerciaux qui ne s'expliquaient pas forcément en termes rationnels. Mais étant entendu que nous étions obligés, au ministère du Commerce et de l'Industrie, de monter au créneau pour rappeler que le marché est régulièrement approvisionné. On aime être rassuré, continuer de nous rassurer. Aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a quelques pénuries annoncées au niveau du secteur de la boulangerie, par exemple. Je voudrais vous rassurer tout de suite parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le transport des marchandises, les transactions commerciales, en termes de transfert de marchandises, tout ne s'est pas arrêté dans le monde. Bien au contraire. Je dis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a certes fermé ses frontières, mais pas aux marchandises. On continue d'importer du blé. Nous continuons d'importer le blé, nous continuons d'importer du riz. Notre aéroport est ouvert aux marchandises. Donc le trafic, en tout cas marchandises, continue en Côte d'Ivoire. Avec le même volume ou alors on a au moins observé une réduction, diminution du volume de non, trafic? Je dirais qu'aujourd'hui, la veille que nous faisons au niveau du ministère du Commerce n'a pas amené les principaux, en tout cas importateurs, à annuler des commandes. On a écouté quand même dans le reportage les industriels qui fabriquent le gel hydroalcoolique annoncer une possible rupture de l'alcool. Est-ce que vous pouvez quand même nous rassurer sur l'importation de l'alcool qui sert de matière première dans la fabrication du gel? Aujourd'hui, c'est clair que sur l'approvisionnement de l'alcool qui sert, de l'éthanol qui sert donc à la fabrication du gel, il y a effectivement une tension sur le marché international parce que la demande, elle est mondiale. Donc nous essayons sur le plan national de pouvoir réagir en amenant nos industriels locaux à pouvoir produire de l'alcool. C'est ce qui est aujourd'hui engagé de manière résolue avec notre industrie locale. Mais vous y travaillez? On est en plein dedans. Aujourd'hui, on a un fournisseur local d'alcool. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour dire que la question est prise en charge. Alors, Franck, vous voulez réagir? Oui, alors justement, en lui disant un peu en off tout à l'heure, toutes ces mesures sont bien. Elles sont bien, mais moi je les juge assez temporaires en fait. Ce sont des mesures qui sont temporaires dans la mesure où elles ne vont pas plus loin. Parce qu'à un moment donné, si cette crise a une particularité, c'est qu'on ne sait pas quand elle va se terminer. Donc si on ne sait pas quand elle va se terminer, on est obligé de se poser la question de l'éventualité d'un prolongement de tout ça. Si on arrive donc moi je dis, après je suis dans mon petit secteur, mais j'ai envie de dire, jusqu'à juin, ça reste optimiste.
Très sincèrement, ça reste optimiste. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir penser au-delà du mois de juin. Au-delà du mois de juin, vous avez des personnes qui vont passer en chômage technique. Qui dit chômage technique dit pouvoir d'achat, baisse du pouvoir d'achat. Qui dit baisse du pouvoir d'achat dit que l'économie va commencer à tourner au ralenti. Les mesures actuelles ne sont pas forcément prises dans le sens de pouvoir nous mener vers une éventualité d'un prolongement de la situation. On a aujourd'hui 1700 milliards mises sur la table par l'État de Côte d'Ivoire. C'est suffisant? Vous me direz peut-être non. Alors, quel est votre avis aujourd'hui? Est-ce que comment être efficace avec ces ressources qui sont mises à notre disposition pour pouvoir juguler les conséquences de cette crise? Okay. Les 1700 milliards correspondent à quelle problématique? Il y a une redistribution qui est faite, c'est une très bonne chose, c'est une réaction de l'État qui est une très bonne réaction. Maintenant, il faut évaluer ce qui pourrait être les dégâts. Aujourd'hui, commencer à faire des estimations d'impact sur le moyen terme et aussi sur le plus long terme et commencer des planifications. C'est une opportunité extraordinaire, comme on a tous dit, tout le monde le dit d'ailleurs, pour l'Afrique, de repenser son modèle. Tout le monde va commencer, après la crise, commencer à rentrer dans une logique de protectionnisme. Ah oui, on se recentre sur voilà, soi. Exactement. Ouais. Et si on se recentre sur soi, ceux qui sont dépendants vont plus souffrir. Donc il faut rentrer dans cette logique d'autosuffisance dans tout ce qu'on consomme tous les jours. Et donc se retourner vers l'économie domestique, investir dans l'économie domestique, la réorganiser et la prioriser. C'est quelque chose qu'on a vu dans le reportage, c'est la crise au niveau du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Peut-être que si vous devez également faire une recommandation, ce serait Franck Hamel, de pousser les Ivoiriens ou alors les nationaux à se réapproprier le tourisme interne. Mais pour le moment, le plus important, c'est de repenser en fait une Côte d'Ivoire beaucoup plus soudée à l'intérieur, une Côte d'Ivoire avec une économie beaucoup plus dynamique. Aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour pouvoir faire de l'alcool, justement, qui peut servir de matière première pour tout ça. Il y a de la place aussi également au niveau de la restauration, de repenser un modèle avec un secteur beaucoup plus dynamique comme la livraison, le réinventer, le repenser. Alors aujourd'hui, parlons du porte-monnaie des Ivoiriens dans ces temps de crise. Comment on encadre les risques d'augmentation des prix? Bon, c'est une question sur laquelle, je dirais, en dehors de la sensibilisation, bien entendu, il faut de la répression. Je crois que sur cette question, le gouvernement est très clair, il faut sanctionner les contrevenants. Aujourd'hui, il est inacceptable, dans une crise sanitaire pareille, où les populations sont suffisamment éprouvées, que des spéculateurs puissent, j'appellerais vraiment des commerçants véreux, puissent puissent être dans des pratiques spéculatives. Bientôt, vous allez avoir une annonce sur le plafonnement des prix des denrées de première nécessité. L'article 3 de l'ordonnance 2013 sur la concurrence donne pouvoir au gouvernement de réglementer les prix en cas de pratiques spéculatives avérées. Et malheureusement, nous constatons sur certains produits des pratiques spéculatives qui sont inacceptables et qui se font au détriment des populations qui vivent déjà une grande détresse. Donnez-nous quelques produits, par exemple, où vous avez fait ces constats. Nous avons fait le constat sur la viande. Malheureusement, le prix de la viande est en train de flamber sur l'ensemble, je dirais, des marchés du district d'Abidjan. Ce n'est pas acceptable. Stanislas Zézé, si vous voulez réagir, sinon je vous pose une question. Si, je voulais réagir sur... assez rapidement. Voilà, rapidement sur une chose. Sur, si vous voulez, l'enveloppe de riposte. Je crois qu'il est important, il serait peut-être important que l'État rentre plus dans les détails de comment concrètement ce sera fait. Parce que bon, je pense que les enveloppes qui sont données de façon globale sur les PME, sur les différents secteurs d'activité, ce serait bien en toute transparence de rentrer dans les détails pour que les gens concernés aient les détails et les processus justement d'accès à ces fonds-là. Je crois que ce serait quelque chose de fondamental. Non, c'est imminent. Je crois que les travaux techniques sont pratiquement finalisés pour définir les mécanismes de mise à disposition des fonds et font l'objet de communication donc, au niveau du gouvernement. Dans tous les cas, on se rend bien compte qu'il faut que toutes les parties prenantes se serrent les coudes pour qu'on puisse sortir de cette crise. Et surtout se parlent. Aujourd'hui, les atouts des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire, du système économique et social ivoirien pour sortir et surmonter cette crise. Enfin, si on parle de court terme, évidemment, c'est l'action gouvernementale qui va primer. Mais cette action gouvernementale doit être élargie. Élargie pas seulement aux fêtières, pas seulement aux associations, mais il faut qu'il y ait des rencontres directes avec des chefs d'entreprise, qu'il faut des rencontres avec des gens qui pourraient éventuellement avoir des solutions pour l'État. Il faut plus d'interaction. Il faut plus d'interaction, il faut plus de transparence,
il faut plus de consultation, une consultation plutôt large qu'une consultation restreinte. C'est très important. Monsieur Aimé Coisan, merci infiniment. On sait très bien que vous avez, comme disait Stanislas, des urgences, donc on ne va pas, même à cette heure de la journée, vous laisser. Merci, on ne va pas vous retenir à cette heure de jour. Merci infiniment. Vous l'avez vu, la crise du coronavirus a un impact direct sur les acteurs économiques et leur chiffre d'affaires. Mais elle a aussi un impact direct sur notre manière de travailler. Il faut plus que jamais changer ses habitudes. Télétravail, reconversion, réaménagement des équipes ou changement d'organisation, c'est tout le monde du travail qui doit faire sa révolution. S'adapter pour survivre au temps du coronavirus, un reportage signé Thomas Digobadia et Oscar Noël-Sangan. La nuit tombe sur le quartier de Cocody, à Abidjan. Dans ses bureaux, Kyle Lumumba s'apprête comme chaque soir à lancer une discussion sur les réseaux sociaux. Ce spécialiste de la communication digitale a eu l'idée, en pleine crise sanitaire, de faire parler les entrepreneurs des problèmes qu'ils rencontrent. Une discussion suivie par des dizaines de personnes en direct. Salut Eva. Salut Kaï. Ça va? Salut. Ce soir-là, Eva So, patronne d'une start-up sénégalaise, est à l'honneur. Pendant 1 heure sur Instagram, elle se confie sur ses difficultés et les solutions mises en place pour faire face dans cette période difficile. Des questions lui sont posées par les internautes et c'est Kaï qui fait le modérateur. Il y a Sarah qui demande, est-ce que concrètement vous avez prévu de faire quelque chose concernant cette crise? Est-ce que je dois mettre les gens au chômage technique? Est-ce qu'on doit les mettre en chômage partiel? Donc il y a énormément d'incertitudes. À l'heure de la distanciation sociale, ce jeune patron veut maintenir le lien via le digital. En fait, l'idée, c'est vraiment de trouver les ingrédients pour se réinventer dans les méthodes de travail. C'est vrai qu'on est tous chez nous, mais il faut développer encore plus de communication pour que les gens ne sentent pas qu'ils sont coupés de vous. Donc, appelez les clients tous les jours, appelez les partenaires tous les jours, appelez vos employés tous les jours. Vraiment développer une proximité. Réinventer sa façon de travailler, c'est le grand défi des entreprises ivoiriennes dans cette période de crise sanitaire. Des commerces informels aux PME, les entrepreneurs n'ont plus le choix s'ils veulent survivre. Depuis que l'épidémie s'est installée en Côte d'Ivoire, nombreux ont dû réduire drastiquement leur activité pour respecter les nouvelles mesures d'hygiène et empêcher la progression de la maladie. Afin d'éviter de mettre la clé sous la porte, tous doivent désormais s'adapter pour affronter la crise économique entraînée par le coronavirus. Ce matin, dans le quartier d'Angré à Abidjan, Christopher Kolosinski arrive au bureau. Salut, parfait. Depuis quelques jours, il a changé ses habitudes. Fini les contacts physiques avec ses collègues. Sa première obligation, c'est maintenant de se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique, tout en prenant soin de garder ses distances. On respecte les mesures barrières mises en place par le gouvernement. En temps normal, il n'est pas possible de respecter la distance d'un mètre. Donc c'est surtout cette mesure-là qui nous a poussé à envoyer très tôt 75% du staff à la maison pour travailler en télétravail. Le télétravail, la nouvelle organisation mise en place par Christopher Kolosinski dès les débuts de la crise sanitaire. Dans cette société qui vend des panneaux solaires à crédit aux ménages modestes, ils ne sont plus qu'une dizaine à travailler au siège, contre 60 en temps normal. Seuls les chefs d'équipe viennent au bureau et tous les matins, chacun appelle ses collaborateurs pour un briefing quotidien, mais à distance. Ça va? Comment ça va? Comment ça s'est passé la journée de travail hier? Ça s'est bien passé. Pour leur permettre de travailler de chez eux, l'entreprise a prêté à ses employés des ordinateurs portables. Des employés qui se sont vite adaptés, même si certains problèmes techniques empêchent ce nouveau système d'être complètement opérationnel. On a la chance de travailler avec des outils qui nous permettent de travailler de la même façon qu'on soit à domicile ou au bureau, mais toujours est-il qu'il faut que les agents aient accès à Internet, donc ça constitue un premier problème. Ensuite, il y a la fiabilité des outils avec lesquels on travaille, donc il se peut que la connexion ne fonctionne pas bien, il se peut qu'on ait des problèmes de serveur. Si de telles mesures ont très vite été prises, c'est qu'il en va de la survie de cette start-up.
Impossible par exemple de se passer du call center du service recouvrement. Depuis chez eux, les agents appellent les clients qui ont acheté des kits solaires à crédit pour leur rappeler de payer leur mensualité. Un service indispensable pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la jeune entreprise. Alors pour mesurer la performance quotidienne de ces agents, elle enregistre leurs appels passés depuis leur téléphone ou leur ordinateur grâce à un outil technologique, le monitoring. J'appelle par rapport à votre appareil solaire. Alors, ça fait déjà plus d'un mois que vous êtes en retard. Si cette surveillance de l'activité des salariés fonctionne en temps normal, elle a été renforcée depuis le début de la crise sanitaire. Malgré qu'ils soient à la maison, chacune des sous-équipes, on a toutes les stats depuis ce matin. Donc on peut rapidement savoir s'il y a des manquements, d'où ils viennent et essayer de les corriger rapidement sans forcément attendre le lendemain pour constater le résultat. Et ça attire toute son importance même encore dans cette situation-là parce que tous ces outils-là vont nous permettre encore une fois de pouvoir monitorer la performance de l'équipe à distance. Et c'est vraiment important pour nous parce que vous voyez, dans une telle configuration, sans ces outils-là, on n'aurait aucun moyen de gérer ces équipes-là à distance. À quelques kilomètres de là, Yasmine Deba commence sa journée. Elle n'a que quelques mètres à faire pour aller au travail. Yasmine est l'une des agents du service recouvrement de l'entreprise de kits solaires. Et c'est sur ce balcon que la jeune femme a installé son bureau. Travailler depuis chez elle, un changement radical auquel elle essaie de s'adapter tant bien que mal. On est en confinement, mais on n'est pas en vacances, on n'est pas en congé. Hein. Le travail continue. Il continue bien qu'on soit à la maison. Il y a des heures quand même qu'on on est censé être au travail. Quand je suis à la maison, j'essaie de garder le même rythme comme si j'étais au bureau. D'autant que Yasmine le sait, sa performance est évaluée au quotidien. Obligé de faire le travail, obligé parce qu'en fin de journée, il y a toujours un rapport qu'on doit envoyer. Allô? Ces journées, elle les passe au téléphone, mais pas toujours facile de se concentrer dans cet appartement familial où vivent également son frère, sa femme et leurs 2 enfants. Surtout que les écoles sont fermées et les parents eux aussi travaillent de chez eux. C'est un travail qui a vraiment besoin de concentration avec des câbles, voilà, avec cette atmosphère, comme je disais tout à l'heure, au balcon, le bruit de la voiture, les personnes qui passent dans la rue, la télévision, les enfants, tout ça, ça fait trop. Mais on se concentre. Si dans le secteur des services, les employés vont pouvoir continuer en télétravail, impossible de mettre en place cette méthode dans l'industrie. Pourtant, pour survivre, il faut continuer à produire tout en respectant les mesures sanitaires. Dans la zone industrielle de Bonoua, à 1 heure d'Abidjan, les usines n'ont pas eu d'autre choix que de s'adapter à l'arrivée du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ici, la température des employés est désormais contrôlée chaque matin à leur arrivée. Après le lavage des mains obligatoire, Ali Fares, le directeur général, réunit ses équipes pour un point quotidien sur les règles d'hygiène. Les principales mesures sont le port du masque, le lavage des mains obligatoire et bien évidemment la distanciation sociale. Des mesures de base qui revêtent une importance primordiale dans cette unité de production agroalimentaire. Car si le virus venait à contaminer un employé et se propager dans l'entreprise, Ali Fares pourrait mettre la clé sous la porte, et ce, quelques semaines seulement après avoir inauguré l'usine. La production d'eau minérale et de jus de fruits a démarré il n'y a même pas un mois. Ça pourrait être un désastre parce qu'il faudrait mettre en quarantaine toute l'entreprise et il faudrait retracer les faits et gestes du salarié pour voir quelles sont les personnes avec qui il a été en contact et les mettre en quarantaine et pourrait provoquer un arrêt de production pendant une durée indéterminée. Oui. Dans cette usine, impossible de pratiquer le télétravail. Il a donc fallu s'adapter en urgence. Sur les lignes de production, les employés sont désormais moins nombreux, 28 au lieu de 40, pour respecter le mètre de distanciation réglementaire. Afin de maintenir le même niveau de production, les journées de travail du personnel restant ont été rallongées. La stratégie du directeur,
produire tant que possible pour constituer des stocks et pouvoir ainsi continuer à livrer ses clients, même si l'usine devait s'arrêter de tourner. Pour l'instant, ça va, on réussit encore à gérer. Nous sommes chanceux, nous avons de grosses capacités de production, donc ça nous permet de produire des grosses quantités sur des petites plages horaires et donc réaménager notre personnel de travail. Donc pour l'instant, ça nous impacte peu. On espère que nos ventes vont justement pas décliner avec cette crise. JB, il va où ce camion? Là, on est en train de le charger pour SBB Socofray. Ok. Voilà. Avec la crise du coronavirus, ce sont principalement les livraisons qui sont impactées. Car le couvre-feu décrété par le gouvernement s'applique également sur le transport de marchandises. Conséquence, les produits de l'entreprise mettent plus de temps à arriver à destination. De 6h à 9h, les camions ne sont pas autorisés en temps normal à circuler. Et donc à cela s'ajoute un couvre-feu qui démarre à 21h jusqu'à 5h du matin. C'est-à-dire ce qui nous laisse très peu de temps pour pouvoir livrer nos clients de l'intérieur du pays. Sur Abidjan, ça ne pose pas réellement de problème. Mais quand vous voulez livrer San Pedro, Daloa ou Korogo ou Mans, ce transport peut vous prendre plusieurs jours. Pour l'heure, les impacts financiers de la crise sont encore supportables pour cette grande entreprise qui s'est très vite adaptée à la nouvelle situation sanitaire. Mais les PME les plus petites, elles, sont encore plus exposées et craignent pour leur avenir. Comme chaque jour, Olga Dano se rend à son restaurant situé à la rivière à Golfe, à Abidjan. Mais aujourd'hui, comme depuis quelques semaines, ses stores restent tirés. Avec la crise du coronavirus, le gouvernement a imposé la fermeture de nombreux commerces, dont les restaurants. À midi, la police est venue, ils ont demandé à ce qu'on ferme le restaurant. Ok, il n'y a pas de souci, donc on ferme. C'est comme ça que malheureusement on a dû fermer précipitamment. En attendant la fin de la pandémie, cet entrepreneur de 33 ans a donc décidé de faire quelques travaux dans son restaurant. Un restaurant qui recevait une centaine de personnes par jour. En fermant l'établissement, elle estime son manque à gagner entre 350 000 et 500 000 francs par jour. Bonjour, ça va? Alors pour éviter la faillite, Olga Dano a dû réagir très vite. Elle s'est donc lancée dans la livraison. C'est le premier post que j'ai fait pour informer mes amis et certains clients qui sont abonnés à ma page que le restaurant était fermé, mais que nous commençons la livraison. Chaque jour, je fais un post pour inciter mes clients. Servir des repas à domicile, c'est aussi le moyen pour elle de ne pas se faire oublier de ses clients dans cette période troublée. Car à Abidjan, le secteur de la livraison est en plein boom et la concurrence de plus en plus importante. J'ai plusieurs clients qui ont pris l'habitude de manger 2 à 3 fois les burgers en semaine. Il ne faut pas qu'ils nous oublient, il faut que ça reste dans leur tête que Chrissy est là, Chrissy fait tout son possible pour pouvoir... Au total aujourd'hui, Olga et son équipe vont préparer une trentaine de commandes, principalement des hamburgers et des frites. On a des commandes pour 11 h, donc vous engagez déjà les frites pour 11 h. Nous, on va engager les premières commandes. Problème pour l'entrepreneur, elle ne peut déjà plus livrer certains plats proposés sur sa carte. La raison ? Les matières premières comme le pain ou la farine commencent à manquer car ses fournisseurs connaissent eux aussi une baisse d'activité. Elle risque donc de devoir arrêter les livraisons dans les prochains jours. Pourtant, Olga l'assure, elle ne licenciera aucun de ses salariés, du moins au début. Je garantis le salaire, qu'on travaille ou pas, de ce mois et du mois d'avril. Après ça, on va voir comment trouver des solutions. S'il faut réduire le personnel licencié, on verra. Mais les 2 mois seront payés, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. C'est ça aussi une entreprise sérieuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les employés comme ça, les libérer du jour au lendemain, sous hypothèse. Mais là, elle vit depuis 7 ans, l'entreprise. L'entreprise a eu quand même le temps de pouvoir se préparer en cas de crise. Grâce à ces livraisons, Olga Dano gagne autour de 150 000 francs par jour, soit 2 à 3 fois moins qu'en temps normal. Comme des milliers d'entrepreneurs, elle sait que les jours les plus difficiles sont encore à venir et elle espère bénéficier de l'aide du gouvernement ivoirien pour ne pas mettre la clé sous la porte et licencier ses 5 salariés. Un gouvernement qui a annoncé un plan de 1700 milliards de francs CFA pour soutenir l'économie face au coronavirus.
Et j'accueille Monsieur Stéphane Akaangui, directeur exécutif de la CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints. Alors, les premières questions s'adressent à vous aujourd'hui. Le grand défi, en fait, c'est vraiment pour les entreprises de réinventer leur façon de travailler. Non, le grand défi pour les entreprises, c'est de traverser la crise. C'est d'abord de traverser la crise. Oui, mais comment Voilà, justement, le télétravail en est une option. Mais il faut qu'on traverse cette crise et comme l'ont dit mes prédécesseurs, après la crise, il y aura vraiment un après post-Covid avec une façon de travailler différemment. Donc on est d'accord que c'est une question de survie. Oui. C'est quoi la condition aujourd'hui pour la survie des entreprises? Alors, les reportages l'ont bien montré. Vous avez des entreprises qui font pratiquement plus de chiffre d'affaires, qui ne vendent plus. Vous avez des matières premières qui n'arrivent plus ou qui se raréfient. Et à côté de ça, vous avez un personnel que vous aimeriez pouvoir maintenir. Donc, conclusion, le grand défi, c'est comment arriver à financer pendant la période de crise, j'allais dire un peu ce besoin en fond de roulement pour survivre en attendant des jours meilleurs. Une des façons de se réinventer, c'est de passer au télétravail. On sait bien que c'est quelque chose, le travail à distance aussi, qui est très ancré en Europe, aux États-Unis. Mais qu'en est-il de l'Afrique, justement? Il est toujours important dans une entreprise d'avoir un plan de continuité d'activité et un plan de reprise aussi. C'est très important. Et ça, je crois que ça va rentrer forcément dans la culture de l'entrepreneuriat, dans la culture d'entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous-même, vous êtes passé au télétravail chez vous? Oui, nous sommes très rapidement passés au télétravail, mais nous sommes une société de services, donc évidemment, c'est beaucoup plus facile. Nous avons mis en place un dispositif, mis les outils nécessaires chez les employés pour pouvoir travailler de l'extérieur. Et ça va, ça se passe bien? Ça marche très bien d'ailleurs. Ouais. Avantages, inconvénients, Franck Armel, télétravail déjà? Avantages, inconvénients. Alors, avantage, c'est qu'on a moins de charges. Ça, c'est un des avantages. En tout cas, quand ça a été pensé en amont. Quand ça a été pensé en amont pour la digitalisation. Inconvénient, c'est qu'on n'a pas la possibilité en fait, de maîtriser en fait, le travail qui est fait par le collaborateur directement. Ça, c'est un problème. Et vous ne semblez pas ressentir chez vous ce problème? Non, parce qu'on a mis en place un système qui permet de savoir quand le staff est connecté ou pas. Vous voulez réagir? Oui, au-delà de ça, il y a un point également. Donc, il y a également le télétravail, mais il y a aussi ce qu'on appelle aussi la digitalisation de l'entreprise. À partir du moment où vous êtes digitalisé, c'est beaucoup plus facile pour vous également de pouvoir toucher une autre cible, en fait, soit au niveau de la clientèle, soit au niveau même carrément des fournisseurs. L'industrie également doit se réinventer. Tout à l'heure, on a vu avec cette usine d'eau et de jus dans le reportage, les lignes de production sont revues, des mesures de sécurité sont appliquées, mais il y a aussi la question des stocks, il y a les livraisons, il y a le couvre-feu. Bon, on a envie de dire, mon Dieu, quel casse-tête! Les idées ne manquent pas. Les équipes qui faisaient 3 fois 8 heures sont passées à 2 fois 12 heures pour respecter le couvre-feu. Les livraisons sont anticipées. Bon, bien sûr, lorsque l'État a pris la mesure de laisser passer, ça a créé un petit engorgement. Donc, il a fallu discuter avec l'État pour trouver des assouplissements. Mais je veux dire, les idées ne manquent pas côté secteur privé, mais les idées ne manquent pas non plus côté État et côté ces sociétés civiles. Oui. C'est vraiment ensemble qu'on réussit à relever ces défis. Les idées ne manquent pas côté secteur privé. Aujourd'hui, quels sont si vous avez des retours, quelles sont les solutions appliquées ça et là dans les usines? D'abord, vraiment, les questions de sécurité, sûreté et sanitaire. Oui, renforcées. Ça a vraiment été les premières choses que les entreprises ont dû faire. Ensuite, c'est plus des adaptations aux mesures prises par l'État pour prévenir la propagation du virus qui ont dû être prises. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous qui avez une vision d'ensemble sur le secteur, vous sentez tout de suite des entreprises, là, maintenant, qui sont beaucoup plus menacées, affectées que d'autres presque immédiatement? Toutes les entreprises qui ont été fermées par décision administrative sont plus touchées que les autres. Les entreprises qui... Pour aller sur l'agriculture, les entreprises qui exportent quasiment 90% de leur production, comme dans le cas de l'Anacarde, comme dans le cas de l'EVA, ont des difficultés. Ce qu'elles essayent de faire et ce que nous essayons de faire, c'est avec les mesures de l'État, de faire en sorte qu'elles aient des appuis pour ne pas entraîner avec elles les planteurs en aval
en attendant que les clients, les marchés extérieurs s'ouvrent. On a vu tout à l'heure une collègue à vous, hein, Olga Dano, qui s'est lancée dans la livraison. Alors, son histoire vous inspire ou pas? Ça inspire en fait l'adaptation. En fait, elle a dû s'adapter, mais après se pose encore la question de jusqu'à quand. Quelqu'un qui a trouvé un palliatif va se poser la question de après je fais quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez moins de farine, parce que nous aussi on en utilise pas mal, quand vous avez de moins en moins de farine et que avant vous pouviez prendre 50 kg de farine en stock et qu'aujourd'hui même pour avoir 50 kg déjà il y a une limite du nombre de... Non, oui, non mais voilà. attends, vous avez dit que vous avez de moins en moins de farine, ça m'étonne. Vous avez vraiment de moins en moins de farine? Oui. Ça commence à se faire remarquer. Forcément, la question de et après on fait quoi? Comment on continue de le faire? Si vous savez ensuite que derrière il y a des clients qui vont plus forcément revenir parce que les mêmes clients vont plus revenir puisque le pouvoir d'achat va diminuer, se pose toujours la question de et après. Alors la livraison, un bon créneau à l'heure actuelle? Un bon créneau, non, je ne dirais pas ça. Parce que si on dit un bon créneau, ça veut dire qu'on peut se contenter de ça. Ouais. Mais jusqu'à quand? Parce qu'il suffit qu'il y ait une crise qui soit portée par un livreur, enfin un livreur en affecte un client, c'est fini. Alors, Olga Dano a dit quelque chose de très important. Elle dit l'entreprise existe depuis à peu près 5 ans. On a eu le temps de se préparer. Donc, ça suppose que c'est important aujourd'hui qu'on travaille pour que les entreprises soient suffisamment fortes, que les PME soient suffisamment fortes parce qu'elles ont suffisamment de ressources pour payer sur un certain temps ses salariés. Ça aussi, c'est un enjeu, Stanislas Zézé, de pouvoir préserver au moins autant que possible les emplois. L'idée aujourd'hui, c'est de conserver la majorité des emplois, sinon tous les emplois. Mais pour conserver les emplois, il faut que les entreprises produisent, il faut qu'elles génèrent du cash flow pour pouvoir payer. Et à un moment donné, elles auront peut-être moins de cash parce que pas de production, parce que pas de génération de cash. Et c'est à ce moment où les banques peuvent jouer un rôle très important en faisant preuve d'un peu plus de flexibilité. Ça peut être des lignes de crédit. Je pense que toutes ces entreprises travaillent avec les banques depuis longtemps. Donc aujourd'hui, c'est peut-être le moment pour les banques de faire preuve de flexibilité vis-à-vis de ces entreprises qui ont été correctes. Est-ce qu'on sent au niveau des banques déjà un effort, une envie d'accompagner, une bonne volonté de... Oui, tout à fait. Dans les mesures que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a recensées, parce que nous avons créé un email où nous recensons les préoccupations assorties de solutions, parce que c'est bien de dire quel problème on a, mais c'est bien de proposer. Donc on a tout consolidé, on a passé ça à l'État. Il y avait un certain nombre de mesures qui concernaient les banques. Et l'association professionnelle des banques fait partie de la CGCI. Donc ça avait été déjà discuté entre nous avant même que l'État. Et ce qu'on demandait à l'État, c'était à cette époque-là de voir avec la BCEAO, parce que les banques sont un peu liées par les règles de la BCEAO. Dieu merci, la BCEAO a effectivement pris un certain nombre de mesures allant dans ce sens. Donc là, vous dites que le travail est en cours. On espère qu'on va en sentir l'impact. Cette crise va finir. On est d'accord. D'autres crises sanitaires ont pris fin. La crise dans laquelle nous sommes, elle va bel et bien finir. D'après vous, à quoi va ressembler le monde après ça? Je pense que le monde, pendant une certaine période, déjà, il y aura un changement de paradigme en termes de relations internationales. Il faut que les pays africains commencent à être indépendants, être autosuffisants dans tout ce qu'ils produisent. Donc, l'occasion d'avoir des modèles de développement qui prônent la transformation de leurs propres produits et de mettre l'accent plus sur le domestique que sur l'international. Donc c'est une nouvelle dynamique qui se prépare, qui est une très bonne chose pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Et peut-être la chance, ça va vous faire plaisir cette phrase, d'avoir encore plus de champions nationaux et internationaux. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. N'oubliez pas les gestes barrières, protégez-vous. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, bonne suite de programmes sur RTI 1 et surtout, prenez soin de vous.